Prendre place les quelques personnes qui arrivent. Alors, si nous voulons profiter pleinement et des interventions et du temps d'échange que nous pourrons avoir, nous allons commencer. Alors, bienvenue à cette première soirée relation de 2014-2015 qui aborde une question absolument d'actualité. Plusieurs d'entre vous avaient probablement suivi depuis quelques jours et particulièrement aujourd'hui la façon dont les événements se bousculent. On ne pouvait pas choisir meilleur moment pour essayer de parler, de comprendre la question de l'indépendantisme en Catalogne. Il y a eu la signature samedi dernier de la convocation d'une consultation sur le statut de la Catalogne par le président Artur Mas, la riposte ce matin du Parlement espagnol qui a fait appel au tribunal constitutionnel et enfin, il y a quelques heures, l'acceptation expéditive d'une rapidité un peu étonnante par le tribunal de l'appel demandé, ce qui implique théoriquement un arrêt de la démarche et de la loi qui encadrait la démarche de consultation, mais nous allons en parler davantage tout à l'heure. Ce sont donc des événements qui témoignent de l'importance de notre discussion et de notre réflexion collective ce soir. Dans cette actualité bouillonnante, nous avons besoin de lieux pour à la fois dénouer la complexité des situations, pour prendre un certain recul et comprendre les enjeux plus fondamentaux qu'ils révèlent. Et pour nous aider dans cet exercice, nous aurons la chance ce soir d'avoir 3 panélistes dont l'intérêt, la passion et la compétence sur la situation catalane nous aidera grandement. Je vous les nomme, mais je vous les présenterai davantage lorsqu'ils prendront la parole. Donc, Michel Bussière, Éric Biladric et Agustí Nicolau. Donc, cette quête d'indépendance de la Catalogne a évidemment un long parcours. Je rappellerai seulement quelques éléments plus récents pour nous situer un peu dans la réflexion qui sera la nôtre ce soir. Donc, il faut peut-être se redire que la dictature franquiste n'a pris fin qu'en 1975. C'est peut-être quelque chose à se rappeler avant d'aborder la question du statut de la Catalogne. Et qu'évidemment, pendant toute la période franquiste, il y a eu une non-reconnaissance, même élimination de toutes les démarches de reconnaissance qui avaient été amorcées. En 1979, l'approbation d'un statut d'autonomie pour la Catalogne a eu lieu avec quelques compétences exclusives partagées et un parlement mis en place et les premières élections en 1980. Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'en 2006, il y a eu approbation par référendum d'un nouveau statut d'autonomie par la population catalane qui, 4 ans plus tard, a été annulé en bonne partie par la Cour constitutionnelle espagnole. Donc, le scénario qui s'annonce aujourd'hui n'est pas tout à fait nouveau. Mais cette annulation en 2010 est probablement un des éléments importants pour la montée de cet indépendantisme dont nous voulons parler plus particulièrement ce soir. Plus largement que juste la Catalogne, la question de l'affirmation nationale ou de la quête indépendantiste marque aussi la conjoncture de différentes façons. Évidemment, nous avons tous et toutes en tête le récent référendum écossais qui, malgré une certaine victoire du non, a démontré que les questions d'indépendance continuent de se poser avec force dans certaines sociétés et indique qu'il y a sur cet enjeu un débat démocratique important. D'autre part, notre réalité québécoise, notamment à la suite des élections d'avril dernier, nous invite aussi à regarder la situation catalane alors que nous tentons de poser ce débat au Québec en termes neufs et selon des modalités qui pourraient nous permettre de retrouver le dynamisme que devrait insuffler la perspective de notre autonomie.
Le tout récent dépôt du rapport des États généraux sur la souveraineté, le dépôt du rapport dissident, l'événement Destination en sont quelques exemples que cette question est encore pleinement d'actualité dans notre contexte. Ce soir, nous allons donc essayer de comprendre cette montée spectaculaire de l'indépendantisme, comprendre comment la société civile s'est saisie de ce projet d'indépendance et se poser avec nos personnes ressources et ensemble la question de ce que nous pouvons en retirer comme population québécoise pour les fins de notre démarche à nous. La soirée, certains vous êtes des habitués, d'autres non. La soirée se déroule en 2 temps. D'abord, la présentation de nos 3 intervenants qui occupera la première partie jusqu'à la pause. Nous leur donnerons à chacun et chacune 20 minutes. Et seulement 20 minutes. J'aurai la tâche ingrate de les arrêter les uns et les autres, mais ils se reprendront certainement dans l'échange qui suivra la pause où vous pourrez apporter commentaires, réflexions, en étant succinct et en permettant à nos personnes ressources d'aller plus loin dans leurs réflexions et leurs interventions. Alors, passons la parole à ces personnes. D'abord à Agustí Nicolaou, qui est historien et géographe, qui est aussi vice-président du Cercle culturel catalan du Québec, mais que plusieurs connaissent parce qu'il est aussi membre de l'équipe du Centre Justice et Foi et responsable des activités publiques. C'est lui qui occupe la tâche d'animation habituellement. Il est co-auteur d'un livre qui a récemment été publié en catalan, mais le titre français serait « Tradition et liberté, des vieux fondements pour une nouvelle Catalogne ». Et il revient tout juste d'un séjour en Catalogne et il a donc des éléments qui ont nourri et approfondi sa réflexion. On a demandé à Agustí de nous présenter davantage les éléments historiques, politiques de la Catalogne pour comprendre un peu comment la Catalogne est passée d'un nationalisme qui a été pendant un certain temps plus minoritaire à un nationalisme majoritaire et les raisons qui sont sous-jacentes à cette montée plus récente. Alors, Agustí, à vous le premier 20 minutes. Merci, Elisabeth. C'est toujours un défi pour quelqu'un qui a une formation en histoire de comprimer des événements qu'il considère importants en 20 minutes. Je vais essayer de réussir le pari de au moins me concentrer sur les éléments essentiels, incontournables pour comprendre la situation actuelle en 2014 de la Catalogne et du mouvement pour l'indépendance. Je pense, Eric, tu peux me poser la première. Merci. Oui. Si nous nous plaçons dans l'Europe du XVIIIe siècle, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, je voudrais surtout tenir compte d'une chose, c'est que l'Espagne en tant qu'Espagne n'existe pas. Il existe comme réalité géographique qui pourrait comprendre même le Portugal, mais il existe la couronne de Castille et Léon, ce qu'on dit monarchie espagnole, et la couronne catalano-aragonaise à droite de la carte. Ceci, c'est très important parce que nous sommes en face de 2 royaumes qui partagent un roi, mais que chacun a ses propres institutions, ses propres lois, ses propres coutumes, auxquelles le roi doit prêter allégeance et respect pour être reconnu en tant que tel. Alors, on n'a pas une unité politique qui s'appelle Espagne avant 1714. Qu'est-ce qui arrive entre 1700 et 1714? Il y a un vide de succession de la couronne espagnole, entre guillemets, et il y a 2 prétendants, un prétendant français et un prétendant autrichien. Et tout ça dans le contexte d'un mouvement géopolitique de l'Europe. L'Angleterre ne veut pas d'un Bourbon d'origine française en Espagne. France-Espagne pourrait faire une alliance trop forte, l'Autriche non plus. Et là commence une guerre qu'on appelle de la succession de la couronne espagnole, dans laquelle la Catalogne prend son côté, celui qui l'intéresse. C'est quel le côté que la Catalogne prend? Prend le côté du prétendant autrichien. Pourquoi? Pour 3 raisons très simples.
D'abord, il y a une hostilité populaire vers la France par la présence pendant certaines décennies de troupes françaises en sol catalan, pour des raisons diverses que je ne rentrerai pas à détailler. Et la présence de cette troupe a fait que la population a un sentiment d'hostilité envers la France. Il y a une raison économique. La Catalogne, qui ne peut pas commercer avec l'Amérique, commerce surtout avec l'Angleterre et les Pays-Bas. Si un roi d'origine française prend la couronne, la Catalogne sera en danger de ne pas pouvoir commercer avec l'Angleterre et les Pays-Bas. Alors ça, c'est très important, c'est le seul débouché de l'activité économique de la Catalogne qui est restée assez limitée par la non-accession au marché des Amériques. Mais il y a surtout une raison politique. On sait déjà que les rois d'origine française, son dessein politique, c'est prendre la matrice castillane de la couronne castillane et en faire la matrice pour tous les royaumes. Ça veut dire que de construire l'Espagne à partir de la matrice castillane, et c'est ce qui va arriver finalement. Face à ces dangers, on prend parti pour le roi d'Autriche parce qu'il y a une tradition beaucoup plus pluraliste, beaucoup plus de pactes et non d'imposition. C'est deux modèles différents d'organisation de l'espace politique à l'époque. Mais comme ça arrive souvent, les grandes puissances arrivent à un accord qui avantage l'Angleterre et la France, et la Catalogne reste toute seule en train de se battre contre le roi Philippe V qui prend la couronne espagnole. Et au point qu'elle est toute seule. L'Angleterre l'abandonne, l'Autriche l'abandonne, et l'Europe se demande, toutes les chancelleries en Europe se demandent, mais qu'est-ce qu'ils font en train de résister? Ils vont être battus. Oui, mais on disait, ou ça, ou la liberté, ou c'est la mort. Non? Et dans ce cadre, on résiste jusqu'en 1714, que c'est la chute de Barcelone après 16 mois de siège, et effectivement, ce qui arrive, ce qui était prévu qui arrive, arrive. Les lois, les institutions et la langue de la Castille deviennent les lois, les institutions et la langue de tous les territoires de cette monarchie. Alors, c'est la disparition de toute institution, de tout usage officiel de la langue catalane, de toute capacité de législation propre et surtout d'un contrôle économique, financier surtout, de la couronne sur l'activité économique catalane. Et ça, cette situation va perdurer presque 200 ans, 2 siècles. 1714-1914. Qu'est-ce qui arrive en 1914? Il arrive que c'est un changement produit de changements précédents entre 1850 et 1900. Il y a une révolution industrielle sui generis qui se fait en Catalogne. Il y a une reprise culturelle qu'on appelle la Renaissance catalane qui commence à récupérer la langue écrite qui ne s'écrivait plus depuis presque 150 ans. Parce qu'il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas d'activité culturelle publique en catalan. Tout ça, c'était le résultat des interdictions. Et ça débouche à qu'en 1914, les députés catalans peuvent demander, réclament et obtiennent, à reculons, mais obtiennent de Madrid l'instauration d'une semi-autonomie, on peut dire, parce que c'est une institution qui s'appelle mancomunitat, et je ne peux pas la traduire en français, le terme, je n'ai pas trouvé d'équivalent, mais c'est une sorte d'instance qui rassemble tous les pouvoirs de la Catalogne, qui n'a pas de capacité législative, mais une capacité exécutive. Et avec très peu de moyens et très peu d'argent, cette mancomunitat fait 3 choses. Modernise les infrastructures catalanes, ce que l'État espagnol n'avait pas fait, mais beaucoup d'efforts sur la recherche scientifique dans tous les champs, ce qui est très important, et surtout dans un accès facilite l'accès des classes populaires à la culture et l'éducation. Le système de bibliothèques, des écoles populaires qui se développe à ce moment-là est très important. Mais hélas, 12 ans plus tard, c'était trop beau, ça disparaît par l'interdiction du nouveau dictateur, Miguel Primo de Rivera. Il faut attendre jusqu'au 32 à la République pour avoir un statut d'autonomie en bonne et due forme, avec un parlement propre qui peut légiférer sur des compétences assez limitées, mais que c'était un changement. C'était la première fois que la Catalogne pouvait émettre des lois sur des domaines depuis 1714. On parle de 200
15 ans plus tard. Mais c'était trop beau aussi. Et en 1939, il arrive Franco, et ça tombe. Là, c'est l'abolition de toute autonomie gouvernementale, l'abolition du Parlement, l'interdiction de la langue et de la culture catalane, sauf pour certains aspects folkloriques, l'instauration d'un déséquilibre fiscal exorbitant. En 1959, le déficit fiscal de la Catalogne en référence à l'État, c'était de 79%, ça veut dire que chaque 100 pesetas de l'époque, il y en avait 21 qui retournaient en investissement en Catalogne, 79 servaient pour alimenter l'État espagnol. Bon, ça finit en 1975, Franco meurt d'une belle mort dans son lit. Et en 1979, on a une deuxième statut d'autonomie qui est un peu plus généreux que celui de la Deuxième République de 1932, qui octroie certaines compétences exclusives et certaines compétences exécutives à la Catalogne, qui lui permet en quelque part de se ressaisir à niveau culturel, politique, économique, comme il faisait longtemps, elle n'avait pas réussi à faire. Mais ça marche plus ou moins bien jusqu'à la fin des années 80. À partir des années 90, l'État a compris une chose. L'instauration de l'autonomie pour l'État, c'était un point d'arrivée. Il ne voulait pas aller plus loin. Pour la Catalogne, c'était un point de départ. Pour l'État espagnol, c'était un point d'arrivée parce qu'il n'était pas disposé, et c'est ainsi que la Constitution de 1978 a été rédigée, de reconnaître le caractère plurinational de l'État espagnol. La Catalogne dit que l'Espagne n'est pas une nation, c'est un État plurinational. On accepte cette autonomie présentement comme un premier pas, mais notre visée, qui n'est pas l'indépendance à ce moment-là, c'est une fédération multinationale, que l'État espagnol devient une fédération entre différentes nations. L'Espagne, point d'arrivée, pour la Catalogne, c'était un point de départ. L'Espagne commence à limiter les lois de l'autonomie, commence à faire beaucoup plus de recours au tribunal constitutionnel, qui a beaucoup de travail à l'époque. Parfois, il y a même 2-3 recours chaque mois à des lois catalanes analysées par le tribunal constitutionnel avec des résultats très variés. Le fait, c'est qu'on arrive aux années 2000 et on se rend compte que l'autonomie ne peut plus avancer, que des choses que la Catalogne aurait même droit légal n'avancent plus. Il y a des compétences qui sont amputtées par l'État. Et le Parlement de la Catalogne décide de se doter d'un nouvel statut. La procédure, c'est que le Parlement élabore le statut, l'approuve, l'envoie au Parlement de Madrid, que le Parlement de Madrid doit l'analyser, l'analyse, les coupe, l'ampute, les rend moins performants, le retourne au Parlement catalan qui les met en référendum et les gens, malgré toutes les coupures, ils disent oui, même s'il y a eu un taux d'abstention énorme. Mais, comme Elisabeth a mentionné au début, qu'est-ce qui arrive? Que tout de suite est mis contesté par les partis populaires, disons-le clairement, les héritiers du franquisme, sociologiquement parlant et politiquement parlant, et 4 ans plus tard, le tribunal constitutionnel donne sa réponse qui est assez dure. Il y a eu la moitié des articles qui ont été contestés. Dans ces moitiés d'articles, c'est que la réponse du tribunal constitutionnel, c'est qu'il y a 14 qui sont carrément annulés. Tous ceux qui mentionnaient que la Catalogne c'était une nation au sens juridique, pas question. Accepter le catalan comme langue préférentielle dans les institutions en Catalogne, soit de l'État ou du gouvernement de la Catalogne, pas question. Que les lois catalanes soient contraignantes pour l'État et qu'ils ne puissent pas les contester s'ils sont des compétences exclusives, pas question. Disons qu'il y a un empiètement de l'État qu'on voulait s'en protéger et qu'on n'est plus protégé. D'un autre côté, il fixe une interprétation à tendance centralisatrice dans d'autres 27 articles. Par exemple, tout Espagnol a l'obligation de connaître et parler l'espagnol. Mais on ne peut pas dire qu'en Catalogne, les gens ont le devoir et l'obligation d'apprendre le catalan. Ça, ce n'est pas acceptable. C'est un bilinguisme, mais asymétrique. La seule nation juridique, c'est l'Espagne. Et ça, c'est coupé partout dans les articles ou réaffirmé en quelque part. Toutes les règles et normes surgies du Parlement catalan, même dans des compétences exclusives, peuvent être
modifiées par des des lois cadres de l'État espagnol. Ce qui veut dire que tu peux décider même dans les compétences exclusives, mais s'il y a une loi supérieure que l'État a faite, elle peut empiéter. L'empiétement n'est pas protégé. Finalement, le statut qui avait été rédigé avec 4 objectifs: augmenter la reconnaissance symbolique et politique de la Catalogne comme réalité nationale différente ou distincte dans l'État espagnol, augmenter le niveau d'autonomie et les protéger des ingérences de l'État, établir une relation bilatérale entre le gouvernement de la Catalogne et le gouvernement de l'État, et améliorer le système de financement qui, c'est un élément que je n'ai pas mentionné encore, mais qu'il faut dire que la Catalogne n'a pas de capacité impositive, ce qui veut dire que les impôts sont prélevés par l'Espagne, ils sont retournés selon les décisions chaque année du gouvernement espagnol sans aucune limitation, ce qui comporte un déficit fiscal permanent entre 15 et 20 milliards d'euros par année. Non? Je ne me trompe pas dans les chiffres, je vais dire 15 à 20 milliards, je dis entre 15 et 20 parce qu'on ne le sait pas trop, parce que l'Espagne refuse de rendre public les balances fiscales, parce que peut-être c'est même plus que 20, on ne le sait pas, mais qu'au moins c'est 15 milliards par année, c'est sûr. Un déficit fiscal pour une population de 7,5 millions de 15 milliards d'euros par année, c'est pas mal. Le statut avait cherché à rendre au moins un pacte fiscal ou une concertation fiscale plus stable. L'État dit pas question, c'est à l'État à décider, à lui tout seul, quels investissements fait en Catalogne, et l'autonomie n'a aucun droit de rien exiger ni de rien attendre. Ça, c'est un élément clé. Alors, toutes les raisons pour lesquelles cet statut avait été mis sur pied ont été en quelque part désactivées par cette sentence du tribunal constitutionnel. Et face à ça, en 2010, déjà les gens, 4 ans d'attente, c'est long. Et on sait que le résultat, la réponse va être négative. Peut-être on s'attendait moins négatif que ça, mais on savait déjà qu'elle allait être négative. 4 ans d'attente, réponse négative, c'est quoi la perception d'une grande partie de la population? Il est clair que l'Espagne ne veut pas reconnaître le caractère national de la Catalogne. La Catalogne, pour l'État, c'est une région parmi d'autres. À ce titre, juridiquement, la Catalogne a le même titre que la Ceuta ou Melilla au nord du Maroc, qui sont des communautés autonomes, ou la province de Madrid. On sait la Catalogne, à niveau économique, et celle-ci n'a rien à dire, n'a rien à demander ou à négocier de son apport à l'État. Elle doit subir le bon vouloir de l'État à chaque moment. Le pouvoir politique de Madrid est toujours à l'affût pour diminuer, limiter et éliminer toute vestige d'autonomie politique catalane. Et quatrième élément que la population, en quelque part, perçoit, c'est, écoutez, on a tout fait pour arriver à une entente, on a mis de l'eau dans notre vin, on a fait tout notre possible, et l'État ne veut rien savoir. Assez, c'est assez. Il y a un ras-le-bol déjà qui se manifeste clairement en 2010, parce que, en fait, je vous dirais qu'on perçoit que les 3 raisons de cette montée de l'indépendantisme, c'est un déficit de reconnaissance nationale et de protection linguistique et culturelle de la Catalogne au sein de l'État espagnol, un déficit politique et institutionnel par la limitation constante des compétences et la soumission au régime espagnol sans aucune capacité bilatérale de négociation, et un déficit économique que met la Catalogne, surtout présentement, dans une situation de crise, dans une situation pire que beaucoup d'autres régions au parti de l'Espagne. On dit souvent la Catalogne est riche. Je dis la Catalogne produit de la richesse. Mais la population n'est pas riche présentement, parce qu'elle, c'est celle qui subit le plus le contre-coup de la crise économique. Parce qu'en plus de la crise, il y a un déficit fiscal qui doit être absorbé par le gouvernement de la Catalogne et qui augmente les coupures dans beaucoup de niveaux. En fait, on peut dire que le pouvoir politique de Madrid continue à considérer la Catalogne comme une terre périphérique qui a été conquise et qu'on régit à partir du centre. À force d'objecter un non à toute demande linguistique, politique et économique, l'interlocuteur espagnol n'est plus crédible en Catalogne.
Ceci explique que 80% de la population, à ce moment-ci, qu'on se parle, sont en faveur de la tenue d'une consultation sur l'indépendance en 2014. D'une consultation sur l'indépendance, une consultation, bien sûr, parce que le statut même qui a été démantelé en 2010 avait enlevé la capacité de la Catalogne à tenir n'importe quel référendum. Ça, c'est une prérogative de l'État qui peut céder à la Catalogne de son bon vouloir, mais qui n'est pas obligé de le faire. Nous sommes alors dans une situation que, je dirais, est-ce que la population de la Catalogne a été majoritairement indépendantiste? Je dirais que, historiquement, ne l'a pas été, mais pas par une allégeance sentimentale, historique, de se sentir espagnol. Ça pourrait arriver, mais ce n'était pas ça ce qui motivait le fait de ne pas être indépendantiste. C'était plutôt de dire, soit par peur, après le franquisme surtout, soit par pragmatisme, parce qu'on ne voyait pas qu'on pourrait aller plus loin, on accepte une solution d'autonomie, même si on ne se sent pas espagnol dans beaucoup de cas. Ce n'était pas une non-indépendantisme par conviction espagnole, c'était un non-indépendantisme par pragmatisme, par dire, bon, si on peut avancer par ce chemin-là, on va le faire. Ce qui arrive, c'est que cette raison pragmatique n'est plus là. On a vu que tout ce que la Catalogne et des politiciens ont fait pour arriver à un accord a toujours été une porte fermée. Une réponse juridique, toujours, à un problème politique. C'est ça qui arrive ces jours-ci. En 2012, quand il y a eu les nouvelles élections, le président du gouvernement à l'époque est allé demander un pacte fiscal au gouvernement de Madrid, et après 3 quarts d'heure de réunion, il est sorti en disant « pas question, ils ne veulent rien savoir ». Il n'y a aucune capacité, ils disent « on peut tout dialoguer dans la loi », mais ce n'est pas vrai. L'Espagne n'est pas prête à accepter que c'est une réalité plurinationale et qu'on ne peut pas penser l'Espagne à partir de la matrice institutionnelle, linguistique, culturelle castillane. En faisant ça, ceux qui auraient pu se sentir espagnols, tout en étant catalan ou en étant basque, ont déchanté. Et présentement, il y a une nouvelle génération de personnes, et ça c'est Eric qui va vous en parler plus largement en analysant les mouvements populaires pour l'indépendance, qui n'a plus peur parce que Franco était mort quand ils sont nés, qui ont voyagé dans le monde, qui ont d'autres référents et qui sont prêts à mettre de l'avant tout un effort pour que cette indépendance soit possible parce qu'elle est nécessaire. Ce n'est pas seulement une question identitaire, c'est une question de survie de la société en tant que telle. Une société qui est complexe, une société qui n'est pas facile à analyser, parcourue par différents courants idéologiques, mais qui a la capacité, en ce moment-ci, de tenir, je ne dirais pas un échec, mais qui a poussé les politiciens à aller de l'avant dans un projet que la société a poussé parce que les politiciens tout seuls ne l'auraient pas fait. Alors, c'est ça la situation. Je dirais qu'on est rendu à un point de non-retour, quelle que soit la suite des événements dans les prochains jours. Merci. Bien, merci, Agustín, pour ce tour historique trop rapide, mais combien intéressant, qui nous fait bien comprendre que ce qu'on vit aujourd'hui a des racines beaucoup plus profondes et qu'il y a certains éléments qui se répètent et qu'il faut justement comprendre ce qui amène les gens à se mobiliser aujourd'hui, mais aussi comprendre la réaction espagnole à partir d'un certain nombre d'éléments que vous avez apportés. Le deuxième intervenant, Eric Viladrich, est responsable des études catalanes à l'Université de Montréal depuis 2008 et directeur de la mineure en études catalanes toujours à l'Université de Montréal. Il est représentant des communautés catalanes en Amérique du Nord face au gouvernement de la Catalogne, président du Cercle
Cercle culturel catalan du Québec et membre de l'Assemblée nationale catalane. On lui a demandé ce soir de poursuivre après Agustí en donnant davantage les raisons qui expliquent le développement d'un mouvement populaire qui a pris une ampleur inattendue dans ces dernières années. Quelles sont les caractéristiques organisationnelles et de fonctionnement qui permet à ce mouvement d'être si impressionnant? Vous avez vu probablement des images de la mobilisation du 11 septembre dernier et une foule de plus d'1 million 500 000, on dit même 1 700 000, 800 000, qui se mobilisaient sur 7 millions d'habitants, et de peut-être nous rappeler un certain nombre de ces mobilisations importantes. Alors à vous, Éric, la parole. Merci. Donc, tout d'abord, remercier cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager une table avec Michel Bussière et Agustí Nicolau. Alors, Agustí a résumé ces 300 dernières années. Moi, mon mandat, c'est à peu près les 4 dernières années. Donc, ça devrait être plus facile, mais pourtant, il y a eu tellement d'événements et la difficulté, je pense aussi, c'est de prendre du recul par rapport à ce qui se passe et encore. On l'a vu aujourd'hui, beaucoup d'éléments, mais on va essayer de le faire en 20 minutes et y arriver. Alors, pour commencer, et pour parler quand même donc de cette société civile, il faut quand même comprendre quelles sont les caractéristiques de la société catalane. Donc, un petit portrait sociologique de la Catalogne. Alors, quand on prend la langue catalane, donc peut-être déjà un premier élément, ça nous permettra de voir quel est le niveau de connaissance et d'usage de la langue catalane. Il faut d'abord dire que chez nous, on ne fait pas de recensement où on peut dire qu'il y a tel tant % de catalanophones, tel tant % de hispanophones, et en dernier lieu, donc, les allophones. Donc, notre réalité, notre société, qui, nous allons voir un peu plus tard, donc, est issue de l'immigration, terre d'accueil. Donc, ça ne nous permet pas vraiment de faire ce genre de recensement, mais quand même, le plus près que nous avons, c'est quand même la langue habituelle selon donc, la région. Donc, vous voyez quand même fort usage du catalan. Donc, en région, plus l'aire métropolitaine Barcelone, donc ça peut tomber jusqu'à 27%, et le Camp de Tarragona, 33%. Donc, c'est la question qu'on pose, quelle langue vous utilisez normalement? Et donc, vous avez ces chiffres-là. Donc, on voit déjà une disparité par rapport à ce qu'on pourrait voir donc au Québec avec une large majorité de Québécois de souche francophone. Chez nous, on va voir dans quelques instants aussi c'est quoi cette donc diversité. Et aussi, très rapidement, au niveau de connaissance de la langue, donc au niveau de la compréhension, donc ça va très bien. Voici les rouges, 94%. Le parler, autour de 80%. La lecture aussi, compréhension écrite, ça va. Et l'écriture, vous voyez que ça tombe à 61%. Et pour expliquer vraiment donc, cette barre aussi différente par rapport aux autres, donc je me réfère également à ce qui a été évoqué tout à l'heure donc, par Elisabeth. Donc il faut penser à une guerre civile, une dictature. Donc dans ces colonnes-là, moi que je suis né en 80, donc au début de fonctionnement du Parlement de la Catalogne, normalisation linguistique, moi dès la maternelle jusqu'à l'université, j'ai étudié en catalan et donc j'ai vécu normalement en langue catalane. Mon père, par exemple, qui est né en 47, il est né en pleine dictature, donc il n'a jamais appris à écrire le catalan et c'est seulement avec l'arrivée de l'Internet qu'il s'est laissé aller et donc il s'est dit, bon, c'est pas si grave si je fais quelques fautes, donc je me lance avec le catalan. Et ma grand-mère, 93 ans, qui est en pleine santé et qui va très bien, donc elle a appris le catalan pendant la République espagnole, pendant la période qui était évoquée par Agustí, pendant laquelle, avec une charte d'autonomie de 1931 jusqu'à 1939, jusqu'à la fin de la guerre civile. Donc, on pouvait utiliser le catalan. Alors déjà, on voit ces portraits à partir de la langue, mais comme je disais, comment expliquer donc ces diversités? C'est que la Catalogne a toujours été la terre d'accueil. Si j'avais plus de temps, on parlerait vraiment de Phéniciens, de comment les Romains, Grecs, etc. Mais là, je vais m'en tenir au XXe et XXIe siècle. Il faut penser que pendant le franquisme, après une guerre civile, il y avait beaucoup de pauvreté partout en Espagne et très spécifiquement dans des régions comme l'Andalousie ou l'Extremadura, qui fait en sorte qu'il y a une grande vague d'immigration vers les régions les plus riches, Pays Basque et la Catalogne. Notamment en Catalogne, donc sur une population totale d'environ 4 millions de Catalans, donc il y a, on dit, entre 1 million et 1,5 million d'hispanophones du reste de l'Espagne qui arrivent en Catalogne, dans un contexte où la langue était interdite, l'école c'était en castillan, donc il y a eu déjà donc, un premier contact qui
À l'époque, mon père m'explique comment le choc culturel était que les nouveaux arrivants étaient dans des quartiers à l'extérieur, ils allaient faire la guerre contre les Espagnols qui venaient d'arriver. Donc une réalité choc culturel au départ, mais on parle de population donc toutes catholiques les deux, de langue latine facile intercompréhension. Donc ce qui a fait la force de tout, ça a été vraiment le métissage entre les populations donc de nouveaux arrivés de l'époque et donc les Catalanes de pure laine ou de souche, comme on dit, pour utiliser les expressions québécoises. C'est de ces années 50-60 que la devise inclusive du catalanisme politique, parce que c'est sûr qu'il n'y avait pas de liberté, mais il y avait déjà des mouvements de résistance politique dans la clandestinité. Et là, nous allons voir comment les partis de gauche donc, vont à la recherche donc, de ces immigrants de classe ouvrière et qui se met à côté du catalanisme politique plus pure laine qui était pour les libertés nationales. Donc il y a une convergence de besoins pour aller à l'encontre, se battre contre Franco, chercher la liberté. Chercher la liberté, c'était donc d'avoir de meilleures conditions de vie pour la classe ouvrière, mais aussi synonyme de liberté, c'était langue catalane, c'était récupérer donc les institutions catalanes. Donc le catalanisme politique, d'une façon donc claire, instaure la devise « Et catalan, c'est lui qui vit et travaille en Catalogne ». 21e siècle, regardez quand même, entre 2000 et 2008, donc il y a 1 million de nouveaux arrivants qui arrivent. On parle surtout du Maghreb, l'Afrique subsaharienne, Amérique latine également. Et donc là encore, on peut voir que déjà dans un contexte de démocratie, avec un contexte de l'école en catalan, donc de séances d'accueil, de classes d'accueil pour ces nouveaux arrivants. Donc cette intégration s'est faite sans problème, contrairement à d'autres territoires en Europe qui ayant beaucoup moins d'immigration. Donc ils ont vu quand même arriver dans leur parlement des partis d'extrême droite, xénophobes, du racisme, etc. Ce qui n'a pas été le cas chez nous. Et un peu, quelques sociologues parlent aussi, donc le fait que nous avons déjà vécu une expérience d'immigration forte, étant nous-mêmes mélangés, métissés dans cette nouvelle vague d'immigration au XXIe siècle. Donc, ça n'a pas posé les problèmes que ça peut arriver ailleurs. Donc vous avez tous ces éléments-là qui font en sorte qu'on est loin d'être une société homogène, c'est assez varié. Et là aussi, quand on pose la question donc au niveau des sondages, Centre d'études d'opinion de la Catalogne, quand on voit le sentiment d'appartenance, on voit donc par exemple qu'il y a 55% qui se disent, qui se considèrent seulement catalans ou plus catalans qu'espagnols, 31% si catalans qu'espagnols. Donc on voit beaucoup de gens donc qui ont une même un pied d'égalité, donc leur allégeance sentimentale, et seulement 10% ceux qui se disent seulement espagnol, le plus espagnol que catalan. Donc on voit déjà ici, au moment de penser et analyser un peu plus tard la mouvance et vraiment cette côté plus qui s'est généralisé du mouvement souverainiste en Catalogne. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a quand même cette diversité et c'est encore plus donc remarquable d'en avoir arrivé là avec cette diversité. Cette diversité donc de la société, on le voit aussi donc au niveau des partis politiques en Catalogne. On est loin du bipartisme qui règne ailleurs en Espagne. La réalité catalane aussi, un trait distinct de la société catalane est aussi cette pluralité d'options politiques. On parle de socialistes, de communistes, de social-démocrates, de libéraux, etc. Mais aussi cet axe Espagne-Catalogne, allégeance plus Espagne, plus sentiment national catalan ou espagnol, droite-gauche, mais aussi d'un point de vue territorial, des partis politiques qui, de façon classique, parlaient on est très bien avec l'Espagne des autonomies, d'autres qui se disent non, ça prend une Espagne fédérale comme le Canada, d'autres qui disaient ça prend une confédération comme la Suisse, et d'autres, des partis indépendantistes depuis toujours, qui prenaient directement l'indépendance. Alors les graphiques que tout le monde, je pense que ça s'intéresse de voir les tendances, comment cette société donc évolue. Donc si vous regardez très rapidement donc la première et seule fois que le Centre de recherche sociologique de l'Espagne a posé la question sur l'indépendance, c'était en 2001. Il a posé la question, peut-être qu'il n'a pas trop aimé la réponse, bon, on ne sait pas, mais c'était 48% contre l'indépendance et 35% pour. Ici, au milieu, vous avez toute la période dont Agustí parlait, toute la chicane, la crise constitutionnelle avec la charte d'autonomie et la résolution de la Cour constitutionnelle. Et regardez déjà la tendance, comment ça continue, les mobilisations populaires, dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, ça remonte jusqu'à 55,6% qui voteraient pour l'indépendance contre les 23% qui voteraient contre.
Les autres qui ne se prononcent pas sont des gens qui directement ne voteraient pas ou ne savent pas, parce qu'il faut dire que beaucoup de ces gens-là qui pensaient à l'Espagne fédérale ou confédérale se retrouvent que suite à l'échec de l'entente constitutionnelle, il n'y a plus de réponse possible. Donc beaucoup de ces gens-là qui n'ont jamais été indépendantistes, ils voient mal voter oui pour l'indépendance, mais en même temps, ils pourraient voter non plus non pour rester en Espagne, parce que l'Espagne, telle que ça manifeste aujourd'hui, ça ne les convient pas. Et tout simplement, dans la toute dernière donc recensement du Centre d'études d'opinion de la Catalogne, parce que ce que vous avez ici, c'est la Catalogne, donc on voit la tendance. Le tout dernier, donc, a posé déjà la question, la double question sur l'indépendance de la Catalogne de la consultation du 9 novembre prochain. Voulez-vous que la Catalogne soit un État? Oui. Si oui, voulez-vous que cet État soit indépendant? Donc la réponse, 62% pour le oui. Alors 25% pour le non tout court, et ceux qui prennent la troisième voie, qui disaient bon, on peut encore créer une Espagne fédérale, il faut y croire, on va y aller. Donc vous avez un petit 11%. Donc vous voyez déjà comment les options avancent. Et puis très intéressant aussi, est-ce que vous vous sentez indépendantiste? 22% qui disent depuis toujours, bien sûr. Et par contre, il y a 25% qui se disent qu'ils le sont devenus ces dernières années. Donc, suite aussi donc, à tous ces éléments donc, de questions identitaires au départ, économiques ensuite, puis aussi la crise constitutionnelle et aussi donc démocratique qu'on vit en ces moments. Et regardez quand même, il y a 50% qui ne se considèrent pas indépendantistes, mais qui pourtant, parmi ces gens qui se disent « je ne suis pas indépendantiste », ils ont déjà exprimé qu'ils vont voter oui à l'indépendance. C'est fort particulier quand même comme approche. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu plus. Regardez donc ces petits tableaux. Donc, je vais quand même essayer de le décortiquer rapidement. Donc, vous avez toutes les mobilisations depuis 2010 qui nous ont amenés jusqu'à la convocation de ces référendums tout récemment, c'est samedi. Alors, pendant que la Cour constitutionnelle travaille pour voir comment couper la charte d'autonomie. Donc, il y a déjà la société civile catalane se mobilise parce qu'ils ne sont pas contents de voir comment une loi qui a été approuvée par référendum, il y a 12 juges dans la Cour constitutionnelle qui peut être en train de couper et décider de son avenir. Donc, ils décident de créer comme contestation, comme protestation, des consultations populaires. Alors, on parle de jusqu'à 800 000 personnes, donc les 60% des municipalités en Catalogne qui organisent de façon festive, de façon avec du bénévolat, des consultations populaires sur l'indépendance de la Catalogne. Entre-temps, les grands jours arrivent et nous avons la plus grande manif donc, de l'histoire contemporaine jusqu'à ce moment-là, qui était la manifestation du 10 juillet 2010. Une manifestation qui est organisée par un organisme, une association de la civile, Omnium Cultural, qui avait beaucoup lutté pendant le franquisme, qui convoque cette manifestation. Et ensuite, on voit comment les partis politiques, OK, on y va, tout le monde s'est rallié autour de ça, et on voit quelque chose qui a l'air d'une anecdote, mais qui après, ça va s'avérer fort révélateur. Moi, j'y étais présent à cette manifestation. Personne ne s'attendait à une concentration plutôt qu'une manifestation. C'était impossible d'avancer. Puis, à la tête de cette manifestation, les partis politiques, ils ont resté une demi-heure, ils ne pouvaient pas avancer, ils sont partis, et le peuple scandant indépendance, indépendance. Ce n'était pas une manif a priori indépendantiste, drapeau indépendantiste partout, et c'est le peuple qui prend le relais symboliquement, parce qu'en se disant, bon, les politiciens se sont battus pendant des années avec une charte d'autonomie, on vient de la se faire couper, là, c'est à nous quand même de scander. Et pour la première fois, ce n'était pas une réaction contre l'Espagne, c'était festif, c'était allons-y, nous sommes capables. Et c'était vraiment comme un coming out indépendantiste que beaucoup de gens se sont dit, on n'est donc forcément pas si peu nombreux que ça. Et quelque chose que j'ai constaté aussi par rapport à cette diversité catalane, moi qui ai né et grandi en démocratie, que j'ai plein d'amis qui viennent des familles hispanophones, mais qui changent de catalan à castillan, peu importe. Bref, j'ai vu beaucoup de monde qui se parlait en castillan au téléphone, venez, c'est vraiment le fun, on peut vraiment s'amuser, qui scandait indépendance ensuite, et j'ai vraiment compris que cette devise du catalanisme politique, là oui, on est un seul peuple, donc peu importe les origines, il y avait quand même un but commun. Alors, suite à ces consultations populaires, l'Assemblée nationale catalane est créée. Donc, de ces mouvements-là, il y a une organisation qui est créée spécifiquement pour faire avancer la cause indépendantiste. Et 1,5 million de personnes, le 11 septembre 2012, sont dans la rue de Barcelone. Et pour la première fois, c'est vraiment une convocation de manifestation indépendantiste.
Donc, à ce moment-là, je suis juste sûr de ne rien oublier. Donc, un message se passe pour l'Europe parce que l'européanisme du mouvement, avec beaucoup de drapeaux européens, donc le Catalogne, nouvel État de l'Europe, c'était ça les slogans. Et cette manifestation monstre fait que le président de la Catalogne laisse faire donc, les tentatives de pacte fiscal et déclenche des élections où les partis politiques, là pour la première fois, se présentent avec un programme où l'État propre, faire une consultation sur l'avenir politique de la Catalogne, donc fait partie de ces programmes. Et pour la première fois, donc, les partis sont comme ça. Les chefs de l'opposition, c'est les partis indépendantistes et les partis nationalistes qui étaient plutôt un peu mous sur la question indépendantiste. Là, pour la première fois, donc, se présentent avec cette idée-là. Donc, le processus qu'on connaît, le processus, ces mots de processus de transition nationale, tous les mots qui servent à parler de ce changement qui bousculent donc la Catalogne, qui font avancer la cause indépendantiste, commencent avec ces élections-là, ces parlements. La déclaration de souveraineté et du droit à l'autonomisation de la Catalogne en janvier 2015, qui dit donc, un de ces points, c'est souveraineté. Le peuple de Catalogne a, pour des raisons de légitimité démocratique, qualité de sujet politique et juridique souverain. Donc, on parle de légitimité démocratique, transparence, dialogue, cohésion sociale, européanisme, légalité, rôle principal du Parlement. Et on parle aussi de cette participation parce qu'il est fort présente, donc la force de la société civile. En septembre 2013, 1 600 000 personnes qui font la chaîne humaine, donc pour vous donner une idée, du nord au sud de la Catalogne, 400 km, comme si c'était de Montréal à Rivière-du-Loup, des gens qui se tiennent de la main pour réclamer donc vraiment une date et une question, et c'est ça qui arrive. Après cette chaîne humaine, nous avons finalement la fameuse donc, double question, et c'est suite à une entente entre 5 forces politiques. Vous avez de plus à droite et extrême gauche, donc 5 forces politiques qui donnent appui à la date 9 novembre et aussi donc à la question. Le référendum n'est pas encore convoqué, c'est juste annoncé, donc il faut préparer une loi de consultation donc pour pouvoir le faire. Et pour terminer, donc la plus récente que vous avez peut-être vue dans les médias, 1 800 000 personnes pour créer un grand V à Barcelone, 11 km de rue, une grande mosaïque qui a demandé l'inscription de 500 000 personnes pour former ces drapeaux catalans énormes avec plein de messages pour la communauté internationale. Et donc, c'est ça qui a amené pour renforcer. Et vous voyez, l'image principale, c'était une fille qui était en train donc de voter. Donc, tout simplement, le droit du peuple catalan à voter. Cette société civile donc, qui se mobilise, il y a l'Assemblée nationale catalane. Après, dans la période d'échange, on va pouvoir peut-être plus aborder comment elle a été fondée, comment ils ont surmonté les chicanes parmi indépendantistes. C'est peut-être quelque chose qui vous interpelle pour le Québec. Omnium cultural. Et quelque chose d'important aussi qu'il faut que je mentionne, c'est la mobilisation du monde de municipalités. Donc ici, je sais que c'est très séparé le monde de municipalités pour la cause nationale. En Catalogne, regardez, il y a l'Association des municipalités pour l'indépendance et il y a 74% de ces municipalités qui ont voté donc une résolution pour devenir membres de pour devenir des villes, villages indépendantistes qui appuient la cause et qui appuient toutes les actions de la société civile, que ce soit par l'Assemblée nationale catalane et Omnium cultural. Et tout plus récemment, donc 93,8% des municipalités en Catalogne ont approuvé des motions d'appui à la consultation, qui aujourd'hui viennent de mettre en cause pour la Cour constitutionnelle, qui sont pour voter le 9 novembre prochain. À ça, il faut quand même rajouter que les communautés catalanes, quand on parle de la société civile, il y a aussi des haut-parleurs à l'étranger. Donc, on parle donc du Cercle culturel catalan, qui est juste une de 619 communautés catalanes qui appuient les gouvernements. Ils font aussi la promotion du droit des Catalans à décider librement. Et aussi l'Assemblée nationale catalane, qui a aussi 26 assemblées à l'extérieur, dont à Montréal, avec Josiane Huard, qui est la coordonnatrice, une Québécoise, qui est à la tête de l'Assemblée nationale catalane au Québec. Donc, plus tard, j'aurai peut-être le temps de plus parler d'autres initiatives de sociofinancement, le crowdfunding, aussi donc un film record en Europe, 350 000 € qui sont récoltés parce que les Catalans payent, sont motivés pour qu'il y ait un bon documentaire sur la question, et un ouvrage que vous avez aussi, si vous voulez vous le procurer, il est en vente au Québec. Donc, vous avez un ouvrage qui est rédigé en 5 langues différentes, donc fait vraiment cette promotion de la cause indépendantiste.
et donc c'est les Catalans qui ont payé et pour pouvoir l'envoyer à jusqu'à 15 000 personnalités du monde qui ont reçu cet ouvrage. Alors, un petit mot pour dire que ces mouvements-là, plus tard, je vais pouvoir peut-être développer un peu plus. C'est important parce que cet empowerment, le terme français autonomisation, ça ne marchait pas pour un concept aujourd'hui. Il y a beaucoup un élément de leadership au féminin. Donc, les deux personnes qui sont à la tête de ces deux grandes organisations, deux femmes remarquables qui causent un grand consensus. Et on voit aussi donc une bonne sœur donc, qui est à la tête d'un mouvement altermondialiste en Catalogne. Donc, c'est un peu les indignés. Et Ada Colau aussi, que ces gens-là aussi voient la possibilité, appuient le droit de décider des Catalans pour changer les choses. Donc, c'est le droit de décider, oui, pour devenir un pays, mais pour tout décider également, on veut vraiment changer et changer les choses. Donc, tout simplement, donc, en guise de conclusion, par rapport à ce que je viens de vous dire, je vous dirais que c'est un mouvement transversal, c'est un mouvement qui est inclusif de différentes origines différentes. Et pour ce faire, j'aime beaucoup quand même l'associer à une image donc de tradition catalane l'une des plus belles, à mon avis, à mon sens, c'est les tours humaines, les pyramides humaines, comme vous le voyez. Ça peut grimper jusqu'à 10 étages en Catalogne. Ce n'est pas des professionnels, ce n'est pas des gens du cirque. Ce n'est pas le Cirque du Soleil catalan qui fait ça. C'est Madame le boulangère, Monsieur le banquier ou c'est le cordonnier, tout le monde qui travaille ensemble pour une cause. On dit que c'est difficile à avoir un 11e étage, mais on sait que si on s'efforce, nous avons déjà intégré les femmes, nous avons intégré les enfants avec des casques et tout, hein? Donc ça monte, ça remonte. Pour ce faire, ça prend juste beaucoup de monde, ça prend beaucoup d'organisation. Et donc tout le monde à sa place. Est aussi important le petit enfant qui grimpe au dernier étage, comme un terme qu'on appelle un bouche-trou. C'est lui qui est juste en bas, dans le milieu, dans la pigna, pour renforcer, pour permettre assez de stabilité. Donc sans tous ces gens-là, sans toute cette société civile où tout le monde a sa place et tout le monde se sent utile pour avancer la cause, on ne pourrait pas parler donc d'une convocation. Et là, on va voir par la suite aussi donc ce qui va arriver. On pourra en parler un peu plus tard. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment, Éric. C'est toujours impressionnant de voir ces tours humaines et quelle belle image de cette solidarité nécessaire parmi toutes les personnes, quel que soit leur rôle, leur fonction, leur âge, pour qu'un projet puisse se réaliser. C'était une belle façon de bien rendre compte de tout ce dont vous nous avez parlé par rapport aux manifestations, mais par rapport aussi à l'ampleur que prennent les mobilisations au sein des différents groupes de la population. Vous avez semé plusieurs éléments qui seront à poursuivre dans le débat, leadership au féminin, trop peu encore, on y reviendra certainement, et d'autres questions que vous avez soulevées. La dernière intervention se fera par Michèle Bussière, qui est une ancienne sous-ministre des Relations internationales du Québec, mais surtout qui a été directrice du Bureau du Québec à Barcelone de 2002 à 2005, d'où son grand intérêt pour la question du projet catalan et aussi sa présence ce soir. Elle a été professeure associée à l'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval jusqu'en 2010 et elle a été commissaire aux États généraux dont nous avons eu le rapport il y a quelques jours. À Michèle Bussière, nous avons demandé évidemment de prendre davantage le côté du mouvement souverainiste québécois qui est en train de se repenser, de chercher de nouvelles façons d'agir et de s'organiser. Y a-t-il des leçons que nous pouvons apprendre de ce mouvement catalan, de cette mobilisation catalane, autant dans sa redéfinition que dans son organisation, et quels seraient aussi pour nous des éléments possibles malgré les différences de nos contextes. Alors, Michèle, à vous la parole. Merci beaucoup. D'ailleurs, je voudrais saluer la présence ici de Gilbert Paquette, qui est un des instigateurs de Destination, qui a eu lieu la semaine dernière et qui est, je pense, le nouveau président du mouvement qui s'appelle OUI, Organisation Unie pour l'Indépendance au Québec. Alors, d'une part,
Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors moi, j'ai été donc à Barcelone de 2002 à 2005, ce qui était un poste d'observation vraiment privilégié pour un Québécois qui a vécu tout ce qu'on a vécu ici, le référendum de 80, le mouvement indépendantiste, le référendum de 95, et qui a vu les Catalans s'inspirer en bâtissant leur État catalan, c'est-à-dire la Generalitat et leur loi depuis la fin des années 70 donc, et les années 80, qui s'est beaucoup inspiré du Québec. Donc, d'un côté, un sentiment d'admiration. Mais moi, j'ai été observateur privilégié de deux phénomènes. D'abord, dès les années 2000, de ce phénomène, de cette capacité de la société civile à se mobiliser, des grandes manifestations. En 2003, contre la guerre en Irak, il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues de Barcelone. C'était vraiment impressionnant. Là aussi, on ne pouvait pas bouger. Donc, il y a cette capacité à se mobiliser qui est absolument extraordinaire. Et un autre phénomène dont on n'a pas parlé, qui m'a beaucoup impressionné, c'était dans le cadre du processus de conception et de rédaction du nouveau statut. Donc, cette capacité qu'a eu le Parlement à élaborer une constitution, à aller chercher des exemples, à écouter les expériences étrangères, à discuter intelligemment du concept de nation, à partager les idées. Alors, c'était très intéressant. Même le Québec a participé, le Québec non pas comme gouvernement, quoique Benoît Pelletier à l'époque avait été invité, ministre donc sous le gouvernement Charest et constitutionnaliste, avait été invité comme ministre pour expliquer qu'est-ce que c'était que le Conseil de la Fédération. Donc les Catalans s'intéressaient aussi à tout ce qui se passait dans l'organisation en étant en train d'écrire leur projet de constitution, de nouveau statut. Au niveau des relations internationales, ils ont fait de même. Ils ont invité des spécialistes flamands, écossais, allemands, québécois sur qu'est-ce que c'est que les relations internationales d'un petit État qui n'est pas un État, d'un gouvernement qui n'est pas... parce qu'à ce moment-là, quand on discutait du statut, on ne parlait pas d'indépendance, mais on parlait d'un statut d'autonomie un peu plus grand. Donc, c'est cette capacité de réfléchir, d'organiser, et donc, d'où l'importance de ce qui a été dit tout à l'heure, de l'échec du statut. Comme il avait été conçu avec beaucoup de temps, d'intelligence, se faire dire non et se le faire démolir, ça a été un petit peu difficile. Quelle est l'influence? C'est ce qu'on m'a demandé. Là, on peut rêver, hein? On rêverait d'avoir des pyramides humaines au Québec, parce que c'est vrai que c'est non seulement un symbole de solidarité, mais c'est aussi le symbole de gens qui se font confiance, parce que pour monter, il faut avoir confiance non seulement en soi, mais à la personne qui est à côté et en dessous. Et je pense que c'est vraiment le plus beau symbole, effectivement, pour un peuple qui veut son indépendance, sa libération. Donc, il y a cette admiration mutuelle, mais il y a des différences majeures. On n'a vraiment pas la même histoire. J'écoutais Agustí. Il faut quand même dire que les Catalans, c'est un peuple de conquérants. La Méditerranée leur a appartenu. Ils ont fait une révolution industrielle après donc leur défaite. Ils ont quand même fait une révolution industrielle. Ils ont eu une période de renaissance où ils ont relancé leur langue, la République, la guerre, la dictature. Tous ces éléments, et plus récemment, on l'a dit, le statut élaboré, voté, modifié, et puis presque annulé complètement par le tribunal constitutionnel. On dirait que toutes ces gifles, parce que c'est une histoire, finalement, moi je pense que la dictature et toutes ces gifles ont favorisé le renforcement de la société civile. Parce que sous la dictature, il n'y avait pas de gouvernement catalan. Donc il fallait que la société prenne ses forces en elle-même, et d'où, en tout cas mon analyse extérieure, d'où cette espèce de grande capacité de cette société à se mobiliser. S'indigner, le sentiment d'injustice, les menaces linguistiques,
la volonté brimée de l'autodétermination sont autant de facteurs pour moi de consolidation de cette société et du phénomène de croissance, bien sûr, de la volonté d'indépendance. Notre culture politique ici est tellement différente, notre système politique bipartiste, on n'a pas de proportionnel, donc on n'a pas ce phénomène où on peut faire des consensus, quoique maintenant on est rendu avec quand même d'autres partis. Ici on a eu une division, mais ce n'est une division des partis indépendantistes. Et c'est un passage difficile pour le Québec parce que notre tradition n'est pas du tout une tradition de pluripartisme, mais une tradition de bipartisme. Nous, ce sont les partis politiques qui ont proposé le projet. Le Parti québécois qui a proposé le projet d'indépendance. Et là, on voit bien le phénomène, c'est la société civile qui se mobilise et qui force les partis à aller au-delà de la simple reconnaissance de l'autonomie. Donc, c'est vraiment des phénomènes totalement différents. Ici, on l'a vu lors de notre fin de semaine qui s'appelait Destination, on a vu que le plus haut pourcentage d'appui à l'indépendance au Québec s'est fait au moment de l'échec de Meach. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'on ait beaucoup d'échecs pour pouvoir nous faire honnête? Le sentiment, c'est un petit peu difficile. Les Catalans, eux, je vais vous parler rapidement du Catalogne bashing et du Québec bashing. Mon séjour en Catalogne et mes lectures par la suite m'ont permis de me rendre compte que ce que les journaux, ce que certains dirigeants peuvent dire des Catalans, c'est absolument, ou du gouvernement catalan, ou de la société catalane, ce sont des choses qu'on n'ose pas même répéter. Sauf que les Catalans, même s'ils parlent catalan, ils parlent aussi espagnol et ils lisent en espagnol. Alors eux, contrairement aux Québécois, ils lisent les journaux et ils savent ce qu'on dit d'eux. Et ça, je pense qu'aussi c'est un phénomène qui peut exacerber un sentiment d'injustice. Alors qu'au Québec, même si on sait que les journaux de l'Ouest canadien ou les journaux du Canada anglais disent pique-pendre de la société québécoise ou des projets politiques, ben nous, on ne le sait pas. La majorité des Québécois ne lit pas le Globe and Mail ou le Toronto Star ou d'autres journaux, parce que c'est pas dans notre... On est vraiment dans nos deux solitudes. Il n'y a pas cette notion des deux solitudes en Espagne, parce qu'il y a quand même un regard de l'autre, un intérêt, et il n'y a pas le même sentiment, en tout cas à mon avis, que ce qu'on trouve ici. Donc, ici, les Québécois n'ont absolument pas idée de tout ce qui peut se dire sur le Québec. Les Catalans, eux, l'ont su et ils le savent tous les jours. Le mouvement au Québec a connu donc ces divisions. Nous avons fait toutefois des États généraux depuis 2 ans qui, moi, m'ont donné beaucoup d'espoir comme indépendantiste, parce que dans toutes nos consultations, on a vu pas que des têtes blanches, on a vu aussi des jeunes, et des jeunes qui avaient une volonté beaucoup plus affirmée de liberté. Ils se sentaient pas du tout... ils avaient envie de parler d'indépendance, alors que d'autres secteurs de la population, pas du tout. Donc, moi, j'étais pas pessimiste malgré tous les sondages. Ce qui a été intéressant lorsque on a fait notre week-end de destination, une intervention qui m'a beaucoup plu, c'est celle de Robert Laplante, qui parlait d'économie et du Québec, en disant la tendance qu'ont les Québécois à toujours dire « pas si grave ». C'est pas grave. Est-ce qu'on a gardé notre capacité d'indignation? Qu'est-ce qu'il faut pour se ressaisir? Mobiliser la société pour un projet d'émancipation d'un peuple? Est-ce que la loi sur la clarté
aurait pu nous indigner davantage? Est-ce que toutes les décisions de la Cour suprême sur la langue auraient dû nous indigner davantage? On dirait que ce n'est jamais suffisant. Alors, le modèle que peut représenter pour nous les Catalans est absolument extraordinaire. Ils se mobilisent parce qu'on les empêche de décider d'eux-mêmes de leur avenir. En ce sens, nous, on a pu se mobiliser, on a pu décider pour nous-mêmes en 80. On a pris une décision négative. Plus tard, lors de Mitch, quand il y a eu ce moment où on a rejeté le peuple québécois comme peuple, là, il y a eu vraiment un sentiment d'urgence, mais le moment n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu de référendum, ou il n'y a pas eu le gouvernement n'a pas saisi, puisque de toute façon, le gouvernement qui était au pouvoir était un gouvernement fédéraliste, donc n'a pas saisi ce sens. Alors, est-ce qu'ici, on pourrait encore se mobiliser autour d'un projet d'indépendance? Je pense que oui, mais je pense qu'on pourrait se mobiliser autour d'un projet, par exemple, contre le fédéralisme pétrolifère dont parlait Robert Laplante, parce que juste, on dirait que le mot liberté n'a plus le sens qu'il devrait avoir, mais que par contre, les Québécois, en ce moment, en tout cas moi, je sens qu'il y a un très, très grand intérêt pour le fleuve, contre les pipelines, contre les projets qui vont tuer notre environnement et nos belugas. Quand on voit les manifestations actuelles, les sondages et surtout toutes les pétitions, je pense qu'il y a moyen de mobiliser les Québécois autour de ça. Je dirais que le mouvement indépendantiste ne peut avoir que de l'admiration pour le peuple catalan, pour sa capacité de se mobiliser, sa capacité de s'indigner, et que nous devrions, et je remercie Éric, je pense que la diffusion que vous faites du mouvement de la société civile, de la création de l'Assemblée nationale catalane. Des fois, je me dis, il faut l'expliquer encore mieux. Il faut dire que ce n'est pas parce que nous, le mot Assemblée nationale catalane veut dire notre Parlement. Il faut expliquer que l'Assemblée nationale catalane, c'est un mouvement populaire qui n'est pas lié à des partis politiques, alors qu'on pourrait avoir tendance à penser qu'il s'agit du Parlement. Je pense que vous devez continuer votre travail non seulement de mobilisation, mais surtout de diffusion de ce qui se passe en ce moment, parce que les Québécois commencent à avoir besoin de modèles. On a vu comment l'Écosse a pu mobiliser l'intérêt des Québécois. On est tous très différents, on a des systèmes différents, mais dans le cas du Québec, l'indépendance n'est pas un vieux rêve, c'est une réalité à laquelle on devra arriver si on veut survivre comme peuple, mais encore faut-il que nous ayons ce sentiment d'urgence et je pense que les nouveaux mouvements qui se sont créés à partir de la semaine dernière entre le nouveau mouvement pour le Québec, le Conseil pour la souveraineté, ne peut que permettre de rallier les forces autour d'un projet qui est la liberté d'un peuple de décider de son avenir. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, merci Michel d'avoir témoigné du point de vue de notre réalité québécoise, de ce que peut nous inspirer la réalité catalane, mais aussi de nous ouvrir des pistes de réflexion sur ce qui peut être des objets aussi de réclamation de souveraineté par rapport à des enjeux écologiques, économiques, qui sont aussi importants. Alors, merci d'ouvrir cette piste et certainement que ça alimentera la suite des réflexions.